Salut. Alors aujourd'hui, par rapport à d'habitude, je vais un petit peu préparer la vidéo. Ça fera plaisir à ma maman. Plutôt que des et des blablabla, je vais pouvoir vous en dire un peu plus et essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Alors, attention, c'est parti. Top combien de dieux la religion hindoue compte depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui? On va rester dans les notes. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 3 mars, ça fait à peu près 2 semaines que je suis en Inde, 13 jours exactement. Et, euh, et ça a commencé assez fort, je vous ai déjà parlé donc, du resto avec le bœuf que j'avais fait en arrivant et de ma rencontre avec le pote Jules qui est parti hier pour le Sikkim. Très belle rencontre de voyage, je suis super content de l'avoir rencontré. Notamment par rapport à l'approche qu'il a envers les gens d'ici. Donc dès qu'on lui demande de l'argent, lui il sourit et il commence à jouer avec les gens, ce qui est plutôt cool je trouve comme démarche. Et puis de l'autre côté, les gens, ce dont ils ont besoin la plupart du temps c'est de considération et pas forcément de thunes. Donc, enfin ils ont aussi besoin de thunes mais ils ont surtout besoin d'être reconnus comme des êtres humains. Donc quand on leur donne un regard ou qu'on leur tend la main plutôt que de les passer en les regardant comme ça fait toujours du bien et du coup belle rencontre quoi. Donc tous les deux on a été visiter la Mother House, donc la maison fondée par Mère Teresa. Forcément en arrivant là-bas beaucoup de spiritualité. Il y avait une messe en plus pendant qu'on lisait les différents documents sur Mère Teresa. Donc il y a un espèce de tout petit musée, c'est une petite, presque une chambre quoi, mais avec énormément d'articles qui racontent un peu sa vie, des citations. Donc beau commencement on va dire pour l'arrivée à Calcutta. Je dois dire que le choix de Calcutta pour moi c'était en grande partie par rapport à Mère Teresa. Donc si je regarde les 2 semaines, j'ai pas passé énormément de temps dans cette maison, mais et puis j'ai pas souhaité faire du volontariat parce que je pense aujourd'hui que le volontariat il faut le consacrer soit à quelque chose dans lequel un secteur dans lequel on a déjà une compétence si on peut pas rester sur du long terme, et puis si on veut aider comme on peut, et ben c'est beaucoup mieux de faire ça sur la longue durée. Sinon on se fait du bien à soi-même mais on fait pas forcément du bien aux gens qu'on veut aider. J'en parle parce que pour l'avoir fait un peu il y a quelques années en Colombie, je sais très bien aujourd'hui que mon action elle m'a sûrement fait très plaisir à moi, mais elle n'a pas changé grand chose. Donc c'est pas très grave, il faut juste en avoir conscience au moment où on le fait quoi. Donc ça c'était je pense le premier jour qu'on a été à la maison de Mère Teresa. Ensuite on a été visiter le Kali Temple. Donc Kali c'est une déesse hindoue. C'est la femme de Shiva. Shiva qui est plus ou moins un des dieux les plus importants de l'hindouisme. Je fais pas un cours sur l'hindouisme, de toute façon tout ce que j'ai lu c'est sur Wikipédia, donc je vais pas raconter des bobards. Ah oui non, j'ai une petite histoire que je vais donc vous raconter sur Kali. Alors c'est Jitu, la personne qui m'accueille ici, il m'a bien précisé qu'il y avait plusieurs versions de l'histoire, donc je vous raconte la sienne. Donc dans les temps très reculés, la terre était peuplée de démons qui terrorisaient tout le monde et qui répandaient le mal autour d'eux. Et donc les dieux se sont réunis pour se demander comment est-ce qu'ils pourraient faire. Et comme Kali était la plus puissante des déesses, tout le monde s'est dit bon bah c'est à elle de s'en charger. Le problème avec les démons, c'est que lorsqu'on coupe leur tête ou qu'on les tue, si jamais du sang de démon touche le sol, le nombre de démons augmente, un peu comme l'hydre dans l'histoire d'Hercule. Donc ce que Kali a fait, Maline, c'est que après avoir coupé la tête des démons, elle buvait leur sang, sympa, ou alors elle le récoltait dans une espèce de bol.
Donc sur les représentations de Kali qu'on peut voir, elle a 4 bras. Je sais plus ce qu'elle a dans les 2 autres mains, mais dans les bras gauche, elle tient une tête et une coupole pour récolter le sang. Suite à ça, donc tous les démons étaient terrassés, c'était parfait, sauf que la déesse avait acquis un tel pouvoir et une telle puissance que plus personne ne pouvait l'arrêter. Et donc Shiva s'est placé juste en dessous d'elle. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, hein. S'est placé juste en dessous d'elle, et le fait apparemment qu'elle se rende compte qu'elle marchait sur son mari, dans la religion hindoue c'est très grave, et donc elle s'est aperçue de ce qu'elle était en train de faire, qu'elle avait perdu la tête, et donc elle est un peu revenue à la raison. Et au moment où elle s'est rendue compte de ça, apparemment elle a fait c'est son histoire, hein. Attention, j'ai pas été chercher plus loin. Et donc sur les représentations de Kali, en général, on la voit également avec une grande langue et un pied sur Shiva, son mari. Shiva qui est un des dieux les plus importants, mais pas forcément le plus puissant du coup, puisque Kali lui met un peu la misère. Donc voilà pour le temple de Kali, et ce qui était très enfin là où on a attaqué fort, c'est que c'était mon 2e jour en Inde, hein, ou quelque chose comme ça, ou 3e, et donc on est arrivé, on a visité le temple un jour de célébration, il y avait une fête et notamment des sacrifices. Donc en l'occurrence nous c'est un sacrifice de chèvre auquel on a assisté. Je suis pas forcément fan de voir des animaux se faire tuer, mais le fait de venir en Inde et de vouloir voir des choses différentes, c'est pas forcément du voyeurisme, c'est plus le fait de pas se voiler la face, quoi. Regarder le monde en face tel qu'il est, et bon après j'ai pas été tout voir, hein. Mon pote Jules il est parti dans une léprosie, moi j'avoue que un endroit où il y a plein de lépreux, donc je pense que j'étais pas encore prêt pour ça. Par la suite il a été dans un bidonville pendant que moi j'étais à Gaïa, je vous raconterai ça après. Bidonville, j'avais été quand j'étais à Bangkok, et je pense que c'est quelque chose à faire, hein. C'est toujours délicat de s'y rendre. En général on s'y rend pas avec un beau costard et des baskets toutes neuves. Faut quand même faire attention à soi. Lui il a fait une mauvaise rencontre, mais heureusement il y avait des personnes autour qui lui ont une personne autour qui lui ont permis de s'en aller tranquillement. Mais bon, faut quand même faire gaffe. Je lis le prompteur. Je regarde mes notes. Oui, donc près de ce temple, quand on passait près des temples, il y a généralement des mendiants. Et ça n'a rien à voir avec les mendiants en France, hein. C'est des gens qui sont mutilés. Il y en avait un qui avait la maladie d'Elephant Man, là, donc des membres atrophiés, il y a des personnes aveugles. Franchement, c'est moche. Et à ce moment-là, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir Jules à côté de moi, parce que je pense que quand on vient d'arriver en Inde et qu'on se prend tout ça dans la gueule tout seul, autant de misère, c'est assez traumatisant, quoi. Et là je suis encore à Calcutta, donc c'est difficile de prendre beaucoup de recul, mais je pense qu'en rentrant ça va cogiter un peu, quoi. Ouais, ce qui était ouais, donc après on a été au Victoria Hall, donc là toute la partie sur la colonisation. Donc souvent, moi la colonisation, je suis de plus en plus mal à l'aise avec ça, hein. Quand on nous raconte dans les livres d'histoire, je sais pas, il y en a qui disent que ça fait de l'échange, de la richesse culturelle, etc. C'est vrai que le cricket, ça a été amené en Inde par les Anglais. Le thé qu'ils boivent aujourd'hui avec du lait, c'est les Anglais qui ont apporté ça aussi. Un peu d'échange, mais c'est surtout du pillage, hein. L'échange, il est pas... c'est pas un échange égal, quoi. Il y en a qui donnent toute leur richesse, et puis l'autre qui arrive avec son sport et puis son lait dans le thé. Bon, en termes d'échange, je pense qu'on a vu mieux. Et puis ça empêche les peuples de se développer comme il faut, quoi. Donc c'est comme... Enfin, je sais pas, on n'en sait rien
On dit aujourd'hui que l'Afrique, c'est l'Europe qui a permis de développer l'Afrique, mais on n'en sait rien de comment l'Afrique se serait développée si on n'était jamais arrivé. Ils auraient peut-être mis, avec entre guillemets un temps de retard, mais ils auraient peut-être eu toutes les évolutions qu'on a connues, donc c'est un peu se jeter des fleurs de dire qu'on apporte la technologie au monde, quoi. Je trouve ça un peu... surtout pour voir ce qui va avec. Moi, je suis désolé, ça c'est mon moment un peu prise de position. Donc voilà, Victoria Hall, un gros monument, intéressant à voir, mais toujours ce petit malaise de la colonisation qui moi me déplaît particulièrement. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un peu une nouvelle forme de colonisation quand on essaie de c'est difficile d'en parler parce que je connais pas tout et je vais sûrement raconter des conneries, mais quand on essaie de se mêler de la politique d'un pays sous prétexte qui massacre sa population, donc moi je suis pas du tout pour ça, mais d'une, quand on résout pas le conflit, et de deux, quand on défend surtout ses intérêts, peut-être qu'il vaut mieux rester chez soi, quoi. Bref. Ah putain, je suis déjà à 11 minutes 30, la vache, le temps file. J'essaie de faire vite. Le soir, on a assisté à un mariage indien. Ça, c'était quand même la grosse surprise. Donc, on a été acheter des cadeaux. Il fallait pas que ce soit des fleurs parce que les fleurs, c'est périssable. Et pas des bonbons non plus parce que c'est périssable aussi. Il fallait acheter un cadeau qui soit peut-être un truc de pacotille, mais genre en gros un bibelot, quoi, un truc qui est dur. Bon. Comme le mariage finalement. Ensuite on s'est habillé bien classe, il nous a prêté des coutards. Moi je dis jaune, mais lui il disait gold. Alors celui de Jules il était en soie, donc ça faisait un peu gold. Le mien ça faisait plutôt jaune, il était en coton. Mais il m'a filé un petit gilet par-dessus, donc ça va, c'était quand même classe. Donc ce qui se passe pendant le mariage, c'est que y a des feux d'artifice, blablabla, du son et tout. Le marié arrive dans une voiture. Pendant, je sais pas, genre 30 minutes, y a la famille du marié qui danse autour de la voiture. Ensuite ils arrivent, et la famille de la mariée, donc nous on était du côté de la mariée, même si on n'était pas la famille, accueille la famille du marié. Et nous on danse pas. On les accueille, machin. Ensuite, il y a une première partie de la cérémonie où les mariés jouent un peu, ils se mettent des foulards autour du cou. Et la deuxième partie de la cérémonie se fait pendant le repas, en fait. Donc la première partie du repas, c'est toujours la famille du marié qui est invitée et qui va manger. Ensuite, pendant ce temps-là, nous on peut assister à la cérémonie avec le holy man, donc le prêtre qui est avec, dans un premier temps avec la mariée seule, ensuite avec le marié seul, ensuite avec les deux ensemble. Une fois que la famille du marié a mangé, la famille de la mariée va manger. Et à la fin, très bizarre, puisque le prêtre réclame plus d'argent que ce qui était prévu. Et donc là, grosse embrouille entre les deux familles, qui va payer, machin, machin. Et le ton commençait vraiment à monter, donc on commençait à se regarder et tout, machin. Et Jules m'explique qu'en gros c'est un peu une mise en scène, qu'à la fin ils se réconcilient et tout va bien, ce qui s'est effectivement passé. Donc très content. Mais bon, ça faisait un peu bizarre, quoi. Pendant que les familles s'embrouillaient, les deux mariés se regardaient genre putain, genre merde, qu'est-ce qui se passe et tout. L'occasion de rencontrer donc pas mal de gens au mariage, discuter un peu avec certains, et on a vu un petit bébé qui avait un petit point noir sur la tête pour le protéger des mauvais sorts, mauvais esprits, etc. Et ils nous ont expliqué que le bébé on lui donnait pas de prénom. Alors c'est peut-être pas partout pareil, hein, mais pas de prénom avant 3 ans. J'imagine que c'est hérité de la mortalité infantile qui était très importante il y a quelques années. Ça l'est sûrement encore aujourd'hui dans certains quartiers, mais là, la famille dans laquelle on était, ça avait l'air d'aller, même si c'est pas non plus le top
quand je dis top, ça n'a rien de péjoratif. Hein. En termes de revenus, ils n'étaient pas non plus milliardaires, mais par rapport à la pauvreté qu'il y a en Inde, ils étaient quand même bien placés. J'enchaîne. Au réveil, indigestion. Je vous fais pas un dessin, hein. Je pense que ça va. Le problème, c'est que ici, on n'utilise pas de papier toilette. Encore une fois, je vous fais pas un dessin. C'est pour ça qu'on mange avec sa main droite uniquement. La main gauche étant réservée au reste. Toujours pas de dessin. Ensuite, donc avec Jules, on a fait une balade dans Calcutta. Là, c'est compliqué à juste expliquer comme ça parce que faut vraiment le vivre pour se rendre compte de la foule, des odeurs, des bruits, des couleurs. C'était vraiment énorme, quoi. On passe comme ça. Parfois, on est obligé de s'arrêter parce que la circulation, c'est trop le bordel. Vraiment. Je pense que c'était un de mes moments préférés dans Calcutta, quand on passait dans les petites ruelles comme ça. On a été visiter une mosquée. Très très belle. Dans la première vidéo, je parlais du fait qu'on mange du bœuf. C'est surtout les musulmans qui mangent du bœuf. Les hindous n'en mangent pas, normalement. Bien que la nouvelle génération, comme toutes les nouvelles générations, fasse un peu ce qu'elle veut avec la religion. Ce qui n'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Je dis pas qu'il faut manger du bœuf, hein, mais je dis juste que se libérer des traditions qui sont là et qu'on sait même pas pourquoi elles sont là, parfois ça peut avoir du bon. Pas dans tous les cas, mais parfois ça peut avoir du bon. Je vous parlerai après du mariage forcé de mon pote là. Tac. Oui, donc toutes ces balades, c'est... Ah oui, ensuite on a été visiter le marché aux fleurs dans la nuit. C'était... Ça commençait à être violent là en termes de misère. Il y a des gens qui étaient assis par terre, ils attendaient qu'on leur demande de travailler, mais sinon ils peuvent rester là toute la journée à rien faire. À attendre. Donc nos balades étaient ponctuées de chai, c'est le thé dont je vous ai parlé, mélangé avec du lait, qu'on fait bouillir 3 fois et qu'on sert dans des petits pots en terre et qu'on jette ensuite. Le lassi, c'est une sorte de yaourt, donc avec du lait qui est à la base solide. Ils ont une espèce de petit rouleau ils le mélangent avec de l'eau et ça fait une genre de yaourt. Bon, ça, le jour de l'indigestion, j'en ai pas trop pris, hein. Fallait pas trop charrier. Et du jus de canne. Donc ils ont des machines pour broyer les cannes à sucre à la main. Ça, c'est toujours un peu funky et sympa à voir. Un autre jour, on a été visiter le Jain Temple. Donc le jainisme, c'est une branche de l'hindouisme. Je rentre pas dans les détails parce que je connais pas encore grand chose, même si j'ai très envie de m'intéresser davantage à tous ces différents courants lorsque je serai de retour. Ensuite, j'ai passé quelques jours entre Gaya et Bodh Gaya. Alors Bodh Gaya, c'est, je crois que j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Bodh Gaya, c'est une ville très connue pour les bouddhistes. Moi, il y a un côté qui m'a un peu, je sais pas, ça m'a pas ultra touché quand j'étais là-bas. Spirituellement, je passe dans une espèce de parc de méditation où il y avait des ouvriers qui jouaient au beach volley, donc forcément ça fait toujours bizarre, quoi. La foule, ça poussait un peu et tout, j'ai pas super apprécié. Ce que j'ai beaucoup apprécié en revanche, c'est un guide qui m'a baladé à moto dans des petits villages aux alentours, qui m'a montré différents endroits où Bouddha était venu. Donc il y a des statues du Bouddha, il racontait des histoires autour de ça. Mon pote, il m'a dit que ce que j'avais vu, c'était un peu de la merde, que le plus important, c'était le temple principal, mais moi, très sincèrement, j'étais très content de voir ça. Ensuite, on a eu un petit moment de tension avec Jitu, donc celui qui m'accueille, puisqu'il m'a dit bon bah en revenant, tu prends ce tuk-tuk, tu arriveras au terminus, et puis ensuite tu me rejoins, quoi. Sauf que moi, arrivé au terminus, je reconnais pas du tout l'endroit duquel j'étais parti et je vois pas du tout comment est-ce que je peux le rejoindre. Ce que j'avais noté en revanche, c'est qu'il habitait pas trop loin de la station de police. Donc je demande à un gars de m'accompagner à la station de police. En général, faut toujours, je crois que j'en ai déjà parlé, mais il faut toujours repérer les gens qui ont l'air un peu clean parce que sinon c'est des gens, c'est n'importe qui vient vers nous quand on est tout seul.
Et du coup ça c'est un réflexe que j'ai un peu, dès que je vois quelqu'un qui a l'air un peu sympa, je discute vite fait avec lui, je vois comment ça se passe. Et bon, faut jamais non plus suivre les gens dans des grands couloirs, hein. Ça on a essayé de me faire le coup hier, genre ouais viens salut, je parle quelques mots de français, nanani nanana, viens voir ma boutique. Elle est tout au bout du long couloir là-bas. Non ça va, je te remercie, je vais rester dans la rue où il y a tout le monde, ça me paraît plus safe. Enfin bref, ce mec là était cool, il m'amène à la station de police. Bien évidemment un blanc qui se balade tout seul devant la station de police, les policiers m'ont demandé de rentrer à l'intérieur et d'attendre que mon hôte vienne. Donc lui il a débarqué vénère. Pourquoi tu m'as pas appelé mec, j'étais tout seul dans la nuit, je vais pas sortir mon téléphone, je suis le seul blanc ici, je connais personne, il fait nuit. Moi ce que j'ai envie c'est de retrouver mon chemin rapidement et pas de rester tout seul au téléphone comme ça. Blablabla. Surtout que ça a duré 2 secondes et il me fait ouais faut jamais aller voir les policiers, ils sont tous corrompus et tout machin. Donc moi ça m'a un peu surpris parce que son père travaillait pour le gouvernement, donc a priori se rendre à la station de police c'est pas l'endroit dont je me méfie le plus. Et ce que j'avais lu c'était qu'effectivement fallait se méfier des policiers en solo qui peuvent demander les papiers. Ça peut être un gros piège et on peut se faire voler son passeport, mais en revanche si jamais il y a un problème avec la police on leur dit de nous emmener au commissariat. Il m'a dit non, le commissariat ici, t'as eu de la chance que je vienne parce que sinon ils demandent de la thune et tout, nanani, c'est difficile d'en sortir. Toujours difficile de savoir un peu ce qui est vrai, ce qui est fantasmé, parce qu'il a eu aussi des précédents avec la police où il s'était fait agresser, il leur avait demandé de l'aide et en gros il n'avait pas été trop aidé, donc je pense qu'il y a aussi ça qui joue. Bref, soirée un peu tendue. Ça s'est détendu par la suite, il y a son pote qui est arrivé, on a discuté, et puis ouais, les jours suivants ça s'est beaucoup mieux passé. Il m'a fait visiter Gaïa, oh là là, qu'est-ce que je suis long, 22 minutes. Allez, j'essaie de conclure rapidement, allez on tape sur un 25. Il m'a fait visiter Gaïa, donc en haut d'une colline où il m'a raconté l'histoire de Kali dont je vous ai parlé juste avant. Des bidonvilles tout autour de la colline, la sécheresse du fleuve dans lequel il jouait à attraper des poissons quand il était petit, plus rien, juste un gros banc de sable et il me disait qu'il faut creuser plusieurs centimètres pour avoir de l'eau maintenant. Le soir, gros repas de gâteau, éclatage de bide. Train prévu à 22h, 5 heures de retard, donc on s'est levé à 2h du mat pour aller le chercher dans la nuit. Petite pluie, on prend un tuk-tuk, on arrive à la gare, des gens qui dorment par terre, des femmes enroulées dans des saris pour dormir, etc. C'est à voir. Retour à Calcutta, donc je retrouve Jules et rejoint par Brad, son pote, qui habite depuis 1 an dans le nord de l'Inde. Donc grosse soirée avec eux et très très bon moment. Ça fait toujours bizarre en soirée quand tu erres un peu dans la ville pour chercher ton chemin, que tu croises beaucoup de mendiants et puis que tu finis en maillot de bain dans une piscine un peu bourré. Le lendemain tu fais waouh, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Shooté dans des rats aussi, bon. Le lendemain c'était le Holi Festival, donc on s'est fait un peu tartiner de couleurs par notre pote Jitu. Et on a fêté ça avec sa famille, donc on se mettait des couleurs. Faut toujours demander aux femmes avant de leur mettre des couleurs, on les agresse pas comme ça. Et on a joué aussi avec des petits dans la rue, on a dansé avec des gens qui mettaient de la musique dans la rue, qui nous ont offert des cookies en nous balançant des couleurs et tout. À chaque coin de rue, nous on se faisait arrêter puisqu'on est blanc, donc on se faisait arrêter et on se faisait tartiner un peu par tout le monde. Ça c'était vraiment un gros moment. Sur le lendemain, donc c'est le vrai jour, le 12 c'était le festival des couleurs à Kolkata et normalement c'est le 13 dans le reste de l'Inde. Enfin Calcutta c'est dans l'état quoi, West Bengal. Et le 13 c'était dans le reste de l'Inde. Donc Jitu nous avait proposé d'aller dans un parc aquatique pour faire ça. C'était sympa mais sans plus. Franchement moi je m'attendais un peu à mieux, je pense que lui aussi d'ailleurs, c'était la première fois qu'il faisait ça. En plus j'étais malade donc Et ouais, la dernière petite histoire, c'est que lui, donc il a une société. Maintenant, il va bosser dans une autre boîte qui m'a fait visiter d'ailleurs. Je serrais des mains à des gens que je connaissais pas. Ils devaient se demander ce que je foutais là, et je me demandais aussi ce que je foutais là, donc c'était parfait. Mais j'ai vu un peu comment c'était dans les boîtes en Inde. Ça m'a fait très bizarre hein, après quelques mois de voyage de remettre une chemise et de me rendre dans un bureau. J'étais là genre bizarre. Ah, je finis.
Et donc hier soir, grosse nouvelle, puisqu'il m'a annoncé que ça y est, sa maman lui avait trouvé une femme. Et donc malgré le fait qu'il soit très ouvert sur l'international, qu'il ait très envie de bouger, qu'il ait des projets à l'étranger, etc., à 29 ans, il est là, putain, comment je vais faire? Et on a passé la soirée à essayer de réfléchir à comment il pourrait faire pour esquiver, discuter avec ses parents et tout. Enfin, c'est vraiment une grosse pression de ce côté-là. Et bon, bah, ça fait partie des points pour lesquels on est très content que la société ait changé chez nous en tout cas. Et on a discuté un peu de racisme. Lui, il est très foncé par rapport à certains Indiens. Et ce qui est très particulier en Inde, et d'ailleurs dans d'autres pays d'Asie, c'est que les gens qu'on voit dans les pubs, à la télé, au cinéma, etc., sont tous tout blancs. Tout blanc, tout blanc. Enfin, ils ont un côté très légèrement métissé, juste histoire de dire oui, c'est un Indien. Mais qui correspond pas du tout à la majorité de. Enfin, dire. À la gueule de la population sur place, quoi. Et donc c'est difficile pour lui de. Enfin, sa famille veut qu'il marie une femme la plus blanche possible. Ouais, moi je trouve que c'est des conneries. Enfin bon. Et ce qui est très particulier dans ce racisme-là, c'est que c'est dans le même pays. Et c'est vraiment juste une question de couleur de peau. Il n'y a pas de culture, ça peut être la même caste, etc. Mais. Enfin bon. Donc voilà, encore un des trucs un peu bizarres sur l'Inde qu'on a du mal à comprendre. Et ben, je me rends à Varanasi, la ville la plus sacrée de l'Inde, demain. Je vais peut-être assister à des crémations qui permettent de terminer le cycle des réincarnations, ce qui est un objectif pour à peu près tous les hindous. Et bah, je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!